Lors de la lecture du testament, mes parents souriaient tandis que l'avocat remettait à Vanessa un chèque de 10 millions de dollars. Puis ils se sont tournés vers moi et ont dit, « Va gagner le tien. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas flanché. Je me suis contenté de fixer la table polie, prétendant que mon pouls ne martelait pas dans mes oreilles. Puis quelque chose a changé. Un homme plus âgé en costume gris s'est levé. « Il y a un autre document, » a-t-il dit, dépliant une enveloppe usée avec l'écriture de mon grand-père. Le sourire de ma mère s'est effacé. Les doigts de mon père se sont crispés. Les yeux de Vanessa se sont plissés. Cette enveloppe a tout changé. Ce fut le début d'une tempête qui allait démolir chaque mensonge soigneusement construit qu'ils avaient érigé. Et tout a commencé dans un endroit que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an, le ranch de mon grand-père à la périphérie de Charleston, où le vent sonnait autrefois comme la sécurité et portait maintenant le poids des secrets. Je n'étais pas retourné au ranch depuis le printemps précédant le décès de mon grand-père. C'était étrange comme un endroit si familier pouvait sembler si étranger. Le gravier a craqué sous mes bottes alors que je sortais de la voiture, et les carillons avant sur le porche, qui était autrefois la bande-son des après-midi d'été et du thé glacé infusant sur le rebord de la fenêtre, sonnaient maintenant creux, des échos de quelque chose de perdu. J'ai hésité avant de frapper. La peinture blanche de la porte était écaillée, comme toujours. Les magnolias se penchaient toujours un peu trop vers l'est, mais je ne me sentais pas la bienvenue. Quand la porte s'est ouverte avec un grincement, je m'attendais à trouver le silence. Au lieu de cela, j'ai entendu, « Alors, tu as enfin décidé de te montrer. » La voix de ma grand-mère n'avait pas changé, toujours assez tranchante pour couper du verre. Elle avait les bras croisés et la mâchoire serrée comme une pierre. Je me suis figé, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi sur son visage. De la chaleur, du soulagement, de la confusion. Mais il n'y avait que de la froideur. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en m'approchant. « On m'a dit que tu étais trop occupée, que tu ne voulais pas être dérangée, que tu avais une nouvelle vie. » Sa voix a vacillé, puis s'est durcie à nouveau. « Ton grand-père a demandé après toi, Claire, tous les jours sur son lit de mort. Il a demandé après toi. » J'ai dégluti. Ma gorge s'est soudainement asséchée. Ce n'est pas vrai. J'ai essayé d'appeler. Je suis venue en mars. Vanessa était là. Elle a dit que personne n'était à la maison. Les yeux de ma grand-mère se sont plissés. Nous étions là. Nous avons toujours été là. Il y eut une longue et douloureuse pause. Puis elle s'est tournée et a disparu dans la maison sans un mot. Je l'ai suivie à l'intérieur, l'air était plus lourd, comme si les murs retenaient leur souffle. Elle est revenue en tenant un bloc-notes en cuir usé. « C'est le numéro qu'il n'arrêtait pas d'appeler », a-t-elle dit en me le tendant. J'ai reconnu son écriture instantanément, carrée et soignée, avec une légère inclinaison. Mais le numéro sur la page n'est pas le mien. Grand-mère, ce n'est pas mon numéro. Pas du tout. J'ai le même depuis l'université. Elle a fixé le bloc-notes, fronçant les sourcils. On nous a dit que tu l'avais changé, que tu ne voulais pas qu'on te retrouve, que tu avais honte de nous. Non, ai-je dit, reculant contre le mur pour me soutenir. Ils vous ont menti. Ils m'ont délibérément tenu à l'écart de vous. Ses mains ont tremblé. Elle s'est lentement affaissée dans le fauteuil fleuri usé près de la cheminée, comme si ses genoux avaient cédé. On m'a dit que les funérailles étaient à midi, ai-je murmuré. Je suis arrivée à l'église et elle était vide. Elle a levé les yeux, le visage pâle. Les funérailles étaient à 9 heures du matin, a-t-elle dit doucement. Ils ont dit à tout le monde que tu ne t'étais pas présenté, que tu ne t'en souciais pas, mon souffle s'est coupé. Je n'aurais jamais manqué ces funérailles. Jamais. Pendant un instant, la pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Et puis je l'ai senti, comme une fissure dans un barrage, ma poitrine se serrait, ma vision se brouillait. Je me suis laissé tomber à côté d'elle, agrippant sa main comme une enfant. Je ne savais pas, ai-je dit. Je ne savais même pas qu'il était malade avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix s'est adoucie, sa main effleurant la mienne. Maintenant nous savons la vérité. C'est ce qui compte. Nous savons. Nous sommes restées assises là pendant un long moment. Le silence n'était pas gênant. Il était lourd,
dense de tout ce qui n'avait pas été dit. La vieille horloge au-dessus de la cheminée sonnait plus fort que dans mes souvenirs. Dehors, le vent s'est levé, balayant des feuilles sèches sur le porche comme des souvenirs agités. Finalement, grand-mère s'est levée. Ses mains tremblaient légèrement, mais il y avait un feu dans son regard que je n'avais pas vu depuis des années. « Je vais les appeler », a-t-elle dit. « Appeler qui ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est allée au vieux téléphone à cadran sur le mur de la cuisine, celui que grand-père refusait de remplacer, et a commencé à composer. Chaque clic du cadran semblait délibéré, chargé, comme la ponctuation d'une phrase qui avait attendu trop longtemps pour être écrite. J'ai regardé ses doigts, amincis par l'âge, mais fermes par la résolution. Quand la ligne a connecté, sa voix est devenue froide et tranchante. « Betty, j'ai besoin de toi, de Jacob et de Vanessa. Ici, maintenant. » Une protestation étouffée est venue du combiné, mais elle l'a interrompue. « Non, ça ne peut pas attendre. Soyez là dans 1 heure. » Elle a raccroché sans dire au revoir. Puis elle s'est tournée vers moi. « L'avocat est aussi en route. » J'ai cligné des yeux. « L'avocat de grand-père. » Elle a hoché la tête. « Ton grand-père. » Il a laissé quelque chose, des instructions, mais il a été clair qu'elles ne devaient être lues qu'en présence de tout le monde. C'est donc exactement ce que nous allons faire. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement hoché la tête. Pendant l'heure suivante, je me suis assise à la petite table de la cuisine, traçant le bord du bois avec mon doigt. Cette table, la même où grand-père prenait son café du matin en lisant les revues scientifiques que je lui envoyais depuis l'université. L'endroit où il m'a demandé pour la première fois mon étude sur la communication des abeilles. L'endroit où je lui ai dit un jour que je voulais étudier la mémoire des plantes. Et il n'a pas ri. J'ai regardé autour de la cuisine. Les mêmes rideaux, le même bourdonnement du vieux réfrigérateur. Mais l'air avait changé. Des pas se sont fait entendre sur le porche. La sonnette a retenti. Grand-mère a posé une main sur mon épaule. « Reste ici. Je t'appellerai quand ce sera le moment. » De la cuisine, je pouvais les entendre arriver un par un. La voix excessivement douce de ma mère, « Oh, mon Dieu! Ça sent exactement la même chose ici. » Le ton calme et mesuré de mon père, je pensais que c'était déjà réglé. Le soupir dédaigneux de Vanessa, « Sérieusement, est-ce que ça ne pouvait pas attendre que la succession soit entièrement traitée ?» Puis, silence. Et la voix de grand-mère, plus froide que je ne l'avais jamais entendue, « Veuillez vous asseoir. Monsieur Harold Keane est en chemin. Il lira les dernières instructions de Walter. » Je pouvais imaginer leur visage, confus, curieux, un peu agacés. Ils ne savaient pas que j'étais là. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et moi non plus. Mais au fond de moi, j'espérais que, peut-être juste pour une fois, quelqu'un dirait à voix haute ce que j'avais toujours su au plus profond de moi, que ce qu'ils avaient fait n'était pas de l'amour, que le silence, l'exclusion et la manipulation n'étaient pas des malentendus. C'étaient des choix. La porte d'entrée a de nouveau grincé. J'ai entendu une nouvelle voix. Ferme, professionnelle, l'avocat. « Cela ne prendra pas longtemps, » a-t-il dit. Mais cela doit être fait correctement. C'était mon signal. La voix de grand-mère m'a appelé, « Claire, entre maintenant. » Je me suis levée. Mon cœur s'est emballé. Et alors que je franchissais le seuil de la cuisine pour entrer dans le salon, 3 têtes se sont tournées dans ma direction, les yeux écarquillés, les expressions s'effondrant soudainement. Le sourire de ma mère s'est figé. La mâchoire de mon père s'est tendue. Le visage de Vanessa a pâli. L'air crépitait comme de l'électricité statique. Ils n'étaient pas seulement surpris de me voir. Ils étaient terrifiés. Les 3 me fixaient. Ma mère cligna des yeux comme si elle avait vu un fantôme. Mon père ajusta son col, un tic nerveux que je n'avais pas vu depuis des années. La bouche de Vanessa s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. On aurait dit que quelqu'un lui avait arraché le scénario des mains en pleine représentation. J'ai gardé le dos droit. S'ils s'attendaient à ce que je me dégonfle, ils allaient être déçus. Grand-mère a désigné un fauteuil vide en face d'eux. Je me suis assise lentement, stabilisant ma respiration.
Monsieur Keane, l'avocat, m'a fait un rapide hochement de tête, poli mais indéchiffrable, puis a ouvert sa mallette en cuir et a sorti une épaisse enveloppe en manille. Ceci, a-t-il commencé, est le dernier testament de Walter R. Whitman, enregistré et scellé selon sa demande. En plus des documents officiels, il a inclus une lettre manuscrite à lire à voix haute. Personne ne parla. Il s'éclaircit la gorge et commença. À ma femme, Margaret Whitman. Grand-mère ne s'y a même pas, je lui lègue notre ranch familial, la maison et des fonds suffisants pour son confort et ses soins. Elle sait comment trouver le reste. Puis il tourna la page. À ma petite fille, Claire Whitman. La tension dans la pièce augmenta. Je la sentis. Je lui lègue l'annexe de recherche Whitman située au 317 Laurel Creek Road, Charleston, y compris tout l'équipement de laboratoire, les comptes de financement, les brevets de recherche actifs et la propriété intellectuelle actuellement enregistrée sous Whitman Innovation. Un hoquet, pas le mien. Les yeux de ma mère se sont tournés vers Vanessa. J'ai gardé les mains jointes. Monsieur Keane a poursuivi, et enfin, le reste de mon patrimoine, les avoirs financiers, les actions et les fonds de retraite seront divisés à parts égales entre mes deux petites filles, Claire et Vanessa Whitman. C'était là, une bombe, silencieuse et élégante. Mais l'explosion est venue juste après. Vanessa s'est levée d'un bond. Sa chaise a gratté le sol avec un crissement. Quoi, a-t-elle craché? Il lui a donné l'annexe, toute l'installation. Sa voix s'est brisée, brute. C'est de la folie. Tu me l'avais dit. Elle a pointé nos parents du doigt, tremblante. Vous avez dit que tout serait à moi. Que si je continuais à lui rendre visite, si je souriais et que je jouais le jeu, tout me reviendrait. Les lèvres de mon père se sont serrées, mais il n'a pas répondu. Ma mère fixait le sol comme si elle pouvait s'ouvrir et l'engloutir. Je suis restée assise, immobile, regardant tout s'effondrer. Monsieur Keane a levé une main calmement. Il y a plus. Monsieur Whitman a également écrit une lettre personnelle à Claire, qu'il a demandé de lire à voix haute dans cette pièce devant la famille. Vanessa a laissé échapper un rire amer, mais personne ne s'est joint à elle. Grand-mère lui a tendu une lettre pliée du tiroir à côté d'elle. Il a écrit ça la semaine avant de mourir, a-t-elle dit. Il m'a fait promettre. L'avocat l'a déplié lentement, en prenant soin de ne pas déchirer le papier froissé. L'écriture de grand-père, large et assurée, remplissait la page. À ma très chère Claire, commença à lire Monsieur Keane. Si ceci est lu, alors je ne suis plus à tes côtés. Mais ma foi en toi demeure, plus forte que jamais. Les mots m'ont frappé comme un vent chaud à travers une fenêtre ouverte. Tu as toujours été la silencieuse, l'observatrice, la penseuse, celle qui demandait pourquoi quand les autres ne s'en souciaient pas. Vanessa s'est affaissée dans sa chaise. Les doigts de maman se tordaient sur ses genoux. Papa regardait par la fenêtre. Tu as construit ta propre vérité dans une famille qui n'a jamais appris à honorer la tienne. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste de la reconnaissance. Tu n'as jamais été une erreur. Tu étais l'héritage dont j'étais le plus fier. Les larmes ont embué ma vision, mais je n'ai pas détourné le regard. Je voulais que tout le monde entende chaque mot. Chaque mot. La voix de Monsieur Keane est restée stable, même lorsque le poids des mots a changé l'air de la pièce. J'ai vu comment tu t'accrochais à ce petit carnet quand tu avais 7 ans, notant combien de temps il fallait aux gouttes de pluie pour remplir un verre. J'ai vu comment ton visage s'illuminait quand tu découvrais des motifs, alors que tout le monde ne voyait que des distractions. Ma poitrine s'est serrée. Je me souvenais de ce carnet. Je l'avais encore. Il a continué, j'ai vu la façon dont ta joie s'estompait quand ta mère t'ignorait. La façon dont ton père changeait de sujet chaque fois que tu partageais quelque chose dont tu étais fier. J'ai entendu ma mère inspirer brusquement. Je ne l'ai pas regardée. Vanessa était plus facile pour eux, continuait la lettre. Elle brillait de toutes les manières qu'ils comprenaient. Mais toi, Claire, tu resplendissais de manière qu'ils ne pouvaient pas traduire, et au lieu d'apprendre ta langue, ils t'ont exclu. Vanessa s'est agitée sur son siège, les bras croisés fermement. Je ne lui en veux pas entièrement. Elle a joué le rôle qu'on lui a donné. Mais toi,
Tu as écrit ton propre scénario, et ça, ma petite, ça demande du courage. Une larme a roulé sur ma joue. Je ne l'ai pas essuyée. Je me souviens du jour où tu as gagné ta première foire scientifique et où tu m'as demandé de cacher le trophée. Tu as dit, peut-être que si je ne le montre pas, ils arrêteront de me regarder comme si j'étais la fille de quelqu'un d'autre. Une expiration basse et douloureuse s'est échappée de quelque part de l'autre côté de la pièce. Peut-être de mon père. Tu méritais d'être célébrée, Claire. Pas l'invisibilité. Et bien que je ne puisse pas réparer les dégâts, je peux te donner quelque chose qui t'appartient entièrement. Un endroit pour construire librement, sans excuses, sans leurs ombres. Monsieur Keane a fait une pause, pliant la lettre lentement. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était chargé de mémoire, de ressentiment et de quelque chose de nouveau. De la clarté. Je me suis éclairci la gorge. Je me souviens de cette foire scientifique, ai-je dit doucement, brisant la tension. Maman n'est pas venue. Elle était à la répétition générale de la robe de Vanessa. Vanessa a tressailli. Je suis rentrée à la maison après, tenant ce trophée comme si c'était une sorte de péché. Papa a finalement parlé. Claire, ce n'est pas le moment de remuer le passé. Non, ai-je dit, ma voix s'aiguisant. C'est le seul moment, car tout ce que j'ai reçu de vous, c'était, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Je me suis tournée vers Vanessa. Et de toi, chaque fois que j'essayais d'être fière de quelque chose, tu le transformais en une menace. Elle a ricané. Oh, allez. Tu jouais toujours la victime. J'ai travaillé pour ce que j'ai eu. J'ai hoché la tête. Tu veux dire que tu rendais visite à grand-père quand ça t'arrangeait, tu souriais quand on te le disait, tu disais les bonnes choses parce que tu pensais que ça paierait. L'expression de Vanessa s'est durcie. Et alors? Tu penses être si pure? Tu as disparu pendant des années. Non, ai-je craché. J'ai été isolée. Tu as dit à grand-mère que je ne voulais pas la voir. Tu as donné à grand-père un faux numéro et tu t'es assuré qu'il ne reçoive jamais ces messages. Ce n'est pas de la distance. C'est de l'effacement. Ma mère s'est levée brusquement. Ça suffit, Claire. Tu déformes tout. Cette famille a traversé beaucoup de choses. Cette famille, a interrompu sèchement grand-mère, a vécu dans le mensonge, et je l'ai laissé faire pendant trop longtemps. Maman s'est tournée vers elle, stupéfaite. Mère, ne fais pas ça. Grand-mère a dit, je vous ai tous vu fermer les yeux sur la douleur de Claire. Je vous ai cru quand vous avez dit qu'elle ne s'en souciait pas. J'aurais dû mieux savoir. Mon père s'est déplacé mal à l'aise sur son siège. Écoute, Claire a eu son éducation, ses camps de laboratoire, ses voyages. Ce n'était pas gratuit. Non, ai-je dit, ce ne l'était pas. Mais ce n'est pas toi qui as payé pour tout ça. C'est grand-père qui l'a fait. Chaque centime, les bourses qu'il a trouvées pour moi, les vols, les revues. Tu ne savais même pas où j'allais la moitié du temps. Ma voix s'est brisée. Tu m'as fait me sentir comme un fardeau. Il m'a fait me sentir vue. Vanessa s'est levée. C'est ridicule. On m'a dit que j'allais tout recevoir. C'est moi qui suis restée. J'étais la bonne fille. Non, ai-je dit calmement. Tu étais l'interprète, la choisie. J'étais la cachée. Mais grand-père ne m'a pas oubliée. Et maintenant, tu ne peux plus m'effacer. Le visage de Vanessa s'est contracté. Pourquoi devrais-tu recevoir quoi que ce soit? Juste parce que tu es une petite génitrice en blouse de laboratoire? J'ai souri, juste un peu. Non, je reçois quelque chose parce que j'ai gagné son amour honnêtement. Et c'est la seule chose que tu n'as jamais comprise. L'amour n'est pas une performance. Puis grand-mère s'est levée. Elle a marché jusqu'au centre de la pièce, lentement mais fermement. Je suis désolée que Walter t'ait laissé quoi que ce soit, a-t-elle dit, regardant droit vers Vanessa. Tu as peut-être joué le rôle, mais ce n'était jamais de l'amour. C'était une transaction, et j'ai honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. Elle s'est tournée vers eux tous. Partez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ma mère a octé. Maman. Dehors, a répété grand-mère. Maintenant. Au début,
Ils n'ont pas bougé. Puis Vanessa a attrapé son sac et est sortie en trombe, ses talons claquant sur le bois comme des coups de feu. Mes parents l'ont suivie, stupéfaits et marmonnant à propos d'actions en justice. Et pour la première fois de ma vie, ils n'ont rien pu emporter avec eux. La porte s'est refermée derrière eux. Pas de claquement, juste une finalité. Je suis restée là un instant, enracinée sur place, ne sachant pas quoi ressentir. La pièce était maintenant silencieuse, pas tendue, pas explosive, juste libre. Grand-mère est passée à côté de moi et s'est assise lentement sur le canapé. Ses mains, qui avaient tremblé quelques instants auparavant, reposaient maintenant tranquillement sur ses genoux. Ils reviendront, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Ils le font toujours. Peut-être, a-t-elle répondu. Mais cette fois, nous n'avons pas à les laisser entrer. Il a fallu un certain temps pour que cela s'assimile. Pendant si longtemps, j'avais opéré sous un contrat silencieux, si je prouvais assez ma valeur, si je réussissais assez, si je restais utile, peut-être serais-je vue. Peut-être m'appellerait-il fille, sœur, famille sans broncher. Mais debout dans cette pièce avec l'écho des mots de mon grand-père flottant encore dans l'air, j'ai réalisé quelque chose de douloureusement simple, j'avais essayé de gagner l'amour de personnes qui n'avaient jamais rien eu à donner. Et grand-père ? Il l'avait vu bien avant moi. Je crois que j'ai besoin d'air, ai-je dit. Grand-mère a hoché la tête, et je suis sortie sur le porche arrière. Les planches ont grincé sous mes pieds. Un son qui signifiait autrefois la maison. Maintenant, il signifiait le changement. Les magnolias étaient toujours en fleurs dans le coin. Au-delà de la clôture, le même champ de terre rouge où grand-père m'avait un jour laissé construire ma première serre d'enfant. Elle s'était effondrée après 2 semaines, mais il l'avait appelé un « désastre parfait ». Et nous en avions ri pendant des années. J'ai pensé à cette fillette de 10 ans, les genoux sales, les yeux brillants, et je me suis demandé depuis combien de temps elle était enterrée sous des attentes qui n'étaient pas les siennes. Quand je suis rentrée, grand-mère avait mis une bouilloire sur le feu. Elle se déplaçait lentement maintenant, mais ses actions étaient délibérées. Tu sais, a-t-elle dit, Walter a commencé à planifier cette annexe de recherche il y a 5 ans, avant même de tomber malade. Je l'ai regardé, surprise. Il m'a dit qu'il voulait que tu aies un espace qui ne nécessite pas la permission d'être toi-même. J'ai senti les larmes avant qu'elles n'arrivent, silencieuses, propres, sans tremblement, juste de la libération. Ce soir-là, je suis restée dans mon ancienne chambre pour la première fois depuis des années. Le papier peint était délavé, le matelas trop mou, mais le plafond avait toujours ces étoiles phosphorescentes que grand-père m'avait aidé à coller quand j'avais 9 ans. Je lui avais fait les organiser en constellations scientifiquement précises. Il n'avait même pas remis cela en question. En étant allongée là, j'ai réalisé autre chose. La maison ne semblait plus hantée. Elle semblait récupérée. Le lendemain matin, j'ai préparé du café pour nous deux et l'ai apporté à la table de la cuisine, la même que j'évitais lorsque mes parents rendaient visite. Grand-mère a plié le journal et m'a offert un sourire fatigué mais chaleureux. Et maintenant, a-t-elle demandé. Je crois que je vais aller le voir, ai-je dit. L'annexe, le laboratoire. Elle a hoché la tête. Il aimerait ça. J'ai regardé par la fenêtre. La lumière du soleil se frayait doucement un chemin à travers les branches de magnolia. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu l'impression de devoir courir, prouver ou expliquer. Je ne me sentais pas invisible. Et ça, plus que l'argent, plus que tout héritage, c'était le premier vrai cadeau que j'avais reçu de cette famille. La seule personne qui croyait en moi avait laissé quelque chose de plus grand qu'un héritage. Elle m'a laissé la permission de recommencer. La première fois que j'ai vu l'annexe, elle ne ressemblait pas à un laboratoire. Elle ressemblait à une grange reconvertie, et c'est exactement ce que c'était. Situé au bout d'un chemin de terre près de Laurel Creek, le bâtiment avait de larges poutres, un toit en tôle et une paire de portes doubles qui semblaient appartenir à une écurie, pas à une installation de recherche. Mais à l'intérieur, c'était magique. L'espace avait été entièrement rénové. Des panneaux de verre tapissaient le muret, laissant entrer la lumière du matin. Les tables étaient soigneusement disposées avec du matériel de laboratoire intact, microscope, centrifugeuse, tablette de données et une imprimante 3D encore sous plastique. Les étagères contenaient des boîtes non ouvertes étiquetées à mon nom.
Au centre de la pièce se trouvait un établi. Dessus, mon carnet d'enfance, celui que je pensais avoir perdu à l'université, celui avec les pages déchirées, l'écriture désordonnée et les petits diagrammes sur les systèmes de communication des abeilles. Mes genoux ont failli flancher. Grand-père ne m'avait pas seulement construit un laboratoire. Il m'avait construit un foyer pour mon esprit. Au cours des semaines suivantes, j'ai emménagé dans l'annexe à plein temps. J'ai recruté 2 étudiants diplômés, Tara et Mika, des amis de mon programme universitaire qui partageaient le même espoir têtu que la science pouvait encore être humaine. Nous avons commencé petit. Une subvention locale pour la recherche sur la micro-irrigation. Puis, un partenariat avec une coopérative agricole régionale pour tester des rotations de cultures durables. Nous avons fait des erreurs, brûlé du matériel, pleuré sur des propositions de subventions rejetées et des modèles de données cassés. Et pourtant, nous continuions à nous présenter chaque jour. J'ouvrais les portes d'un endroit qui ne me demandait pas de m'expliquer. Un endroit où les idées n'étaient pas ridiculisées, juste testées. Un endroit où être trop intense ou trop silencieuse ou trop intelligente n'était pas quelque chose dont il fallait s'excuser. Un après-midi, après un rejet de financement particulièrement brutal, je me suis retrouvée seule dans l'annexe. Les autres étaient rentrés chez eux, les lumières étaient tamisées et j'étais assise par terre près de l'armoire de rangement, entourée d'impressions et de tasses à café vides. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la lettre de grand-père, celle que j'avais demandé à Monsieur Kin de me laisser garder. Je l'ai dépliée, j'ai trouvé la ligne que j'avais lue 100 fois et je l'ai murmurée dans la pièce. Tu as écrit ton propre scénario. Ce n'était pas seulement un encouragement. C'était une instruction. Ce soir-là, j'ai écrit une nouvelle proposition, pas pour un autre système d'irrigation, mais pour un programme scientifique pour les jeunes dans les écoles rurales. Un programme pour les enfants comme j'étais autrefois, silencieux, curieux, négligés. Nous l'avons appelé Initiative des petits scientifiques. Notre première année, nous avons travaillé avec seulement 12 étudiants. Ils venaient de villes où les écoles utilisaient encore des manuels dépassés et où personne n'avait jamais apporté de microscope en classe. Nous avons donné à chaque enfant un carnet en cuir, une réplique du mien, avec les mots de grand-père estampés sur la première page, écrit les choses qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde le fera. Cet automne-là, une fille timide nommée Amber, à peine 13 ans, les cheveux toujours dans le visage, m'a montré des pages d'observation sur le comportement des abeilles qu'elle avait faites seule. Ses calculs étaient maladroits, sa grammaire était un désordre, mais son esprit était brillant. Quand je le lui ai dit, elle m'a regardé comme si je venais de lui remettre une planète. « Vous l'avez vraiment lu ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri. Bien sûr que oui. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de remplacer ce que j'avais perdu. Il s'agissait de planter quelque chose de nouveau dans un meilleur sol et de le laisser pousser sans crainte. L'email est arrivé 3 ans après la lecture du testament. Il provenait d'un avocat, pas de Monsieur Kin, mais de quelqu'un représentant Vanessa Whitman. L'objet était bref, demande de visite. Annexe d'innovation Claire Whitman. Au début, je me suis préparée à des problèmes juridiques. Je supposais que c'était une autre tentative de contester le testament, de rouvrir une clause ou de remuer une version du passé que nous avions déjà enterrée. Mais quand Vanessa est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Fini les talons de créateur et les cheveux parfaitement coiffés. Pas de maquillage, un manteau bleu marine trop grand pour ses épaules. Elle est entrée dans le hall principal lentement, comme si elle ne voulait pas prendre de place. J'étais debout près du portrait de grand-père, au-dessus du comptoir de réception. Elle s'est arrêtée quand elle l'a vu. « Il a toujours su qui tu étais », a-t-elle dit doucement. Même quand je ne le savais pas, surtout quand je ne le savais pas, pendant une seconde, je n'ai pas su comment répondre. Alors j'ai hoché la tête. « J'aimerais le voir », a-t-elle dit, « le laboratoire, le travail, ce que tu en as fait. » J'aurais pu dire non, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai fait la visite. Elle a marché à côté de moi à travers les complexes de serre, les salles de développement des cultures, le mur d'exposition des étudiants avec des photos de notre « Initiative des petits scientifiques ». Elle n'a pas beaucoup parlé, a juste posé des questions simples et honnêtes. Comment financez-vous tout cela? À quoi sert cet appareil? Les enfants peuvent-ils publier leurs résultats?
Quand nous sommes arrivés au jardin communautaire, un espace où les familles locales cultivent de la nourriture en utilisant nos méthodes, elle s'est arrêtée de marcher. Il y avait des enfants qui récoltaient de la laitue, une mère et un fils qui riaient près des bacs à compost, un père qui testait l'humidité du sol avec un de nos kits de terrain. Vanessa s'est tournée vers moi. Sa voix s'est brisée. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je suis restée silencieuse. Je voulais juste voir ce qu'il a construit pour toi, et ce que tu as construit avec. Elle n'a pas pleuré, mais ses mains ne cessaient de bouger, tirant sur ses manches, traçant des cercles invisibles sur la rampe. Je l'ai laissée rester aussi longtemps qu'elle le voulait. Pas de sermon, pas de représailles, juste la vérité. Nous ne parlons pas souvent, mais 2 fois par an, Vanessa se porte volontaire au camp scientifique pour les jeunes. Elle aide les étudiants avec leurs compétences de présentation, comment expliquer des données complexes dans un langage simple, comment se tenir debout avec confiance. Les enfants l'adorent. Certains l'appellent même « Coach V ». À la fin de son premier été de bénévolat, elle m'a tendu un dossier. J'ai écrit un guide de communication pour les enfants timides, a-t-elle dit, presque embarrassée. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Je l'ai ouvert plus tard ce soir-là. Ce n'était pas parfait, mais c'était attentionné, gentil, réel. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une version de ma sœur qui ne me faisait pas peur. Elle ne s'est jamais excusée avec des mots, pas directement, mais elle se montre. C'est plus que ce que je n'aurais jamais attendu. Et peut-être, juste peut-être, c'est suffisant. Nous ne sommes pas des sœurs au sens où les autres l'entendent. Mais dans ce petit coin d'un monde que grand-père a imaginé, nous avons arrêté de faire semblant. Et d'une certaine manière, c'est le début de quelque chose de vrai. 6 ans se sont écoulés depuis la lecture du Testament. 6 ans depuis que la porte d'entrée a claqué derrière mes parents et Vanessa, leur pas résonnant sur le porche comme la fin d'une performance que personne n'a applaudi. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis. Parfois, leurs noms apparaissent dans des emails que je n'ouvre pas, dans des communiqués de presse caritatifs ou des articles financiers de Floride, où ils ont pris leur retraite anticipée. Je ne les déteste pas, mais ils ne me manquent pas non plus. Ce à quoi je pense, c'est au travail. L'annexe a grandi pour devenir quelque chose au-delà de mon imagination. Ce qui a commencé comme une grange reconvertie est maintenant un campus de recherche à part entière, 4 laboratoires, 3 serres et plus de 60 acres de champs d'essai. Nous avons développé des variétés de semences résistantes à la sécheresse qui nourrissent maintenant des milliers de personnes dans des régions du Sud où les cultures traditionnelles échouent. Nous nous sommes associés à des universités du Kenya au Brésil pour partager des découvertes sur l'agriculture régénérative. Et le mois dernier, je me tenais sur une scène à San Francisco pour accepter une subvention nationale pour l'innovation climatique. Les lumières étaient vives, mais je n'ai pas bronché. Je portais un costume bleu marine et la montre de poche de grand-père glissée dans ma poche de poitrine, celle que grand-mère m'a donnée l'année dernière, avec ses initiales à peine estompées. À l'intérieur du couvercle, une petite photo de moi à 10 ans, debout fièrement à côté de mon exposé sur la communication des abeilles, souriant jusqu'aux oreilles. Il la portait sur lui tous les jours, avait dit grand-mère. Maintenant, elle est sur mon bureau à l'annexe, là où la lumière du matin la frappe et projette de petits cercles de lueur sur mes notes de recherche. Certains jours, je lui parle. Pas avec des mots, juste en silence. Quand une expérience échoue, quand un enfant du programme gagne une bourse, quand je me souviens à quel point j'ai été proche de croire que je n'avais pas d'importance. Il ne m'a jamais laissé disparaître. Pas vraiment. Et maintenant, je comprends pourquoi. L'héritage n'est pas un monument. C'est une carte. Une carte construite à partir de choix, de gentillesse et de petites encres laissées pour que quelqu'un les suive quand le monde essaie de les effacer. De nos jours, grand-mère vit dans un petit appartement attenant à ma maison en ville. Elle est plus lente maintenant, plus oublieuse, mais toujours plus vive que quiconque que je connaisse quand c'est important. Nous prenons le café chaque matin dans le solarium. Elle me raconte des histoires sur grand-père que je n'avais jamais entendues. Comment il a un jour planté un arbre juste pour faire sa demande en mariage. Comment il croyait que la terre pouvait se souvenir de la gentillesse. Comment il a toujours su que je reviendrais. Et peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'ai dû partir pour comprendre ce que cela signifierait de revenir. Certaines nuits,
je marche jusqu'au bout des champs de l'annexe, au-delà des lits d'essai d'irrigation solaire et des parcelles du jardin des enfants, jusqu'au vieux banc en bois que grand-père a construit à la main. De là, je peux voir les étoiles. Les vraies, pas celles qui brillent dans le noir que j'ai collé au plafond de ma chambre. Mais elles me font encore penser à cette fille que j'étais. Celle qui n'arrêtait pas de demander pourquoi, même quand personne ne se souciait de répondre. Celle qui a refusé de se taire. Celle en qui il croyait. Et les soirs comme ça, quand le vent souffle juste à travers les arbres, je jure que je peux entendre sa voix dans les feuilles, écrit les choses qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde le fera. Et maintenant, finalement, il le fait.